Ça, c'est une question absolument essentielle qu'il faut se poser quand on commence en bourse, surtout chez les Français. C'est de savoir si on doit privilégier le PEA ou le compte titre pour pouvoir trader en bourse de manière efficace au niveau de la fiscalité, mais aussi au niveau d'autres choses. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo, une vidéo éducative pour tous les débutants en bourse. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et quand on veut reprendre le contrôle, la première question qu'on se pose, c'est le support sur lequel on va faire nos investissements, les investissements boursiers en l'occurrence. Et il y a deux grands supports en France en tout cas qui existent, c'est le compte titre ordinaire, le CTO, et de l'autre côté le PEA, le plan d'épargne en action. Et à vrai dire, la question que se pose la plupart des gens quand ils s'y mettent, c'est est-ce que le PEA, qui est soi-disant une niche fiscale intéressante, on est toujours douteux en France quand c'est une niche fiscale nous est proposée, est-ce qu'il n'y a pas un loup? Faut dire, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment une chose qui est très intéressante, mais on va laisser comparer si par hasard le compte titre ne serait pas meilleur. Et il y a beaucoup d'a priori qui sont lancés de manière très récurrente sur l'idée que l'un ou l'autre serait meilleur. Alors évidemment, il y a des gens qui sont un peu influencés par leurs propres sponsors, puis d'autres sont un peu plus dans la vérité. Et on va essayer de faire la distinction entre les deux. Alors il n'y a pas vraiment l'idée de vous dire lequel va être le plus intéressant selon tel cas et tel autre. Il est absolument certain que c'en est un qui l'emporte haut la main. Mais le plus important dans une phase éducative, c'est de vous prouver simplement par les chiffres, que c'est l'un et pas l'autre qu'il faut privilégier en tout cas. Alors ça n'empêche pas de faire les deux, d'avoir une stratégie intermédiaire pour pouvoir faire des choses un peu spécifiques, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le PEA et le compte titre ont des spécificités techniques qui sont vraiment assez simples à comprendre, faut-il vous les expliquer correctement. Et j'ai réutilisé une vidéo ancienne que j'avais fait il y a 2 ans et qui expliquait toute la partie technique de ce qu'est le PEA, notamment, puisque je dirais le PEA est une niche fiscale à l'aide d'un compte titre, c'est un compte titre spécial on va dire, et on verra cette vidéo qui est un peu remasterisée avec un son un peu bizarre. Vous allez voir que j'ai un peu amélioré mon niveau technique et mon niveau de son, mais globalement ce qui est intéressant c'est son contenu, et il a tout son intérêt dans les moments actuels, puisque la loi de finances nouvelle de 2026, mais rassurez-vous, vous pouvez regarder la vidéo dans 2-3 ans, ce sera pareil, les lois de finances vont changer, et j'ai trouvé que les gens disaient beaucoup de choses totalement incongrues en fonction des textes votés ou dévotés, de tout ce qui pouvait dire sur le PEA est mort, vive le CTO, ou vice versa d'ailleurs. Ça n'a plus vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on va se créer une vidéo aujourd'hui où on va expliquer techniquement ce que c'est. On va expliquer aussi quelle stratégie appliquer. Est-ce qu'il faut aller plus dans l'un, plus dans l'autre, totalement dans l'un, totalement dans l'autre, sachant qu'on met souvent en avant les États-Unis comme étant quelque chose d'intéressant, et donc d'utiliser le compte titre puisque le PEA ne l'a pas. On n'a pas la possibilité d'avoir les américaines, et vous allez cheminer vers une idée, à mon avis, qui est la bonne et qui peut vous permettre de prendre la bonne décision sur les marchés pour commencer en bourse, pour débuter en bourse. Et puis une fois qu'on aura fait le tour de cette vidéo que j'ai un peu remasterisée, on ira faire un tour sur la fiscalité plus précisément par rapport à tout ce qui est dit, et aussi de prendre des exemples qui sont un peu exagérés, quoique, vous savez... Nous sommes un pays qui est très très inventif en termes de fiscalité, et pourquoi pas un jour perdre l'avantage fiscal du PEA, qui effectivement n'a pas d'impôt sur le revenu, il y a des charges sociales, c'est GRDS, mais qui a potentiellement une exonération qui pourrait disparaître au gré de gouvernements encore plus à gauche qu'aujourd'hui, et qui ferait qu'il n'y aurait plus d'intérêt au PEA. Et vous allez voir que la résultante de, la rééquilibrage à 30%, on va même essayer d'aller voir dans de l'exagération. Ça se trouve, ce sera jamais le cas, ça sera peut-être le cas un jour, mais des exagérations de taux très élevés. Vous verrez que la conclusion qui est attirée est assez simple, mais il faut vous la démontrer, il faut vous la faire voir, il faut vous faire constater aux gens. Ce sera tout l'objet de la fin de la vidéo, où je reprendrai le fil, où je mets un petit peu à jour, et ce sera une vidéo qui sera vraiment traversera les ans, parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire, la conclusion est assez simple, mais faut-il bien comprendre, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir une vérité bien expliquée, alors j'espère qu'elle est bien expliquée, mais surtout qu'il soit concrète avec des chiffres et qui vous donne la vérité, et pas au détour d'un tweet le sentiment que vous auriez fait une erreur. Rassurez-vous, tout est simple, il faut juste vous donner les bons chiffres au bon moment et la bonne méthode de calcul pour pouvoir trouver lequel des cas est le plus intéressant. Voilà, ce sera tout le programme de cet épisode de Débuter en bourse, qui se consacre à savoir si le match entre PEA et CTO, il y a un gagnant important ou pas, ou si c'est un match nul, on verra bien dans cette vidéo.
Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je rappelle que la formation est à disposition des gens à qui cliquera dans le lien qui correspond et qui vous emmènera vers le site internet qui vous expliquera comment on peut procéder et on se rencontrera pour en discuter. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec cette idée du compte titre du CTO. On va commencer du compte titre du PEA et on va commencer, si vous voulez bien, par la technicité de telle manière à ce qu'on assoit bien les choses. Et puis on enchaînera, vous verrez, avec une stratégie, une explication de ce que je pense des marchés américains. Et on aboutira à une conclusion après des chiffres, après vraiment des choses très intéressantes, bien cadrées, qui vous permettront de vous tirer une conclusion assez simple finalement sur lequel choisir entre les deux. Allez, c'est parti, on remasterise une vidéo qui a 2 ans et où j'avais des cheveux un peu moins blancs. Allez, c'est parti. Alors à vrai dire, pour commencer, il faut savoir que le PEA ou le compte titre ordinaire sont tout à fait dans le fonctionnement identiques. Il y a quelques différences qui sont dues à la fiscalité et qui créent des obligations qui font qu'il y a une différence entre les deux. Alors que ce soit le compte titre ordinaire ou le PEA, l'idée de ces deux supports, c'est de pouvoir gérer vos actions, vos actifs financiers dans une poche, dans un support qui est souvent au sein d'un établissement financier, bancaire ou un broker. À vrai dire, quand vous avez un compte titre ou que vous avez un compte PEA, vous avez toujours associé un compte bancaire ordinaire qui permet de gérer le cash de vos comptes, puisque à vrai dire, vous n'êtes pas obligé d'investir à 100% de l'enveloppe que vous avez prévue dans votre PEA ou dans votre compte titre. Alors que ce soit l'un ou l'autre, ça sert essentiellement à investir sur les marchés financiers et notamment sur les actions, mais pas que. Alors comme je vous le disais, c'est disponible généralement chez vos banquiers classiques ou à travers des brokers en ligne, souvent en ligne. J'ai tendance à privilégier les brokers en ligne, mais il existe aussi des banques qui ont une proposition commerciale très intéressante. Il faut savoir que sur ce sujet-là, ce sont les frais qui sont importants, mais on reviendra dessus sur une vidéo que je ferai à un autre moment sur le sujet des brokers, lesquels choisir. Donc finalement, si vous avez bien compris, le PEA, le plan d'épargne en action, c'est simplement un compte titre sur lequel il y a des contraintes et des avantages différents du compte titre classique que vous connaissez. Le PEA a été créé en 1992 pour donner un avantage fiscal aux résidents fiscaux français. Alors évidemment, ça peut faire sourire les résidents étrangers, puisque ceux qui sont au Luxembourg, en Belgique ou ailleurs savent que leur fiscalité sur les comptes titres sont très différentes et très inférieures, mais bon, en France, on va prendre ce qu'on a. Nous sommes le pays le plus taxé du monde et ce n'est pas un hasard si ici aussi c'est une taxation supérieure à ce que l'on trouve dans les pays qui nous sont voisins. Alors l'objectif de ce PEA était d'inciter, je dirais, les Français moyens à s'intéresser à la bourse et à investir dans les entreprises qui allaient être privatisées dans les années qui suivaient, puisque finalement c'est à partir de 93 jusqu'à 95 où il y a eu une vague de privatisation sous le gouvernement Balladur. Et à vrai dire, c'était fait pour préparer cette phase de privatisation, pour avoir un support sur lequel les gens pouvaient mettre avec une fiscalité plus intéressante afin qu'ils achètent les actions des sociétés qui allaient être privatisées. À l'heure actuelle, il existe 2 types de PEA différents, le PEA classique et puis le PEA PME pour les petites entreprises. Alors pour être un peu plus clair sur ce qu'est un compte titre ordinaire, le CTO, à vrai dire c'est un support sur lequel vous pouvez acheter à peu près tout ce qui existe sur les marchés, que ce soit des produits dérivés ou des actions, même aussi aujourd'hui des produits synthétiques. Alors je pense aux ETF, je pense à d'autres choses, évidemment. Finalement le PEA c'est simplement un compte titre ordinaire qui a des contraintes pour atteindre les objectifs que voulaient atteindre les politiques du moment, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors le PEA c'est à vrai dire une niche fiscale en France, bon, entre guillemets... Ça peut faire sourire beaucoup de gens en Europe, mais c'est le cas, en tout cas pour les Français, puisque, en gros, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu, sur les bénéfices, sur les plus-values que vous feriez au sein du PEA.
Alors les contraintes, c'est que vous devez être majeur, avoir plus de 18 ans. Vous ne pouvez ouvrir qu'un seul PEA par personne, donc 2 dans un foyer. Et votre versement est limité à 150 000 € à l'heure où je fais cette vidéo. Évidemment, ça peut évoluer dans le temps. Vous regarderez sur Google les évolutions futures en tapant les mots magiques qui vous permettent de retrouver les informations à jour. Et puis vous avez une dernière contrainte sur le PEA qui est, je dirais, pour bénéficier de ces avantages fiscaux, eh bien vous devez conserver votre PEA ouvert sans aucun mouvement de sortie d'argent pendant 5 années. Après les 5 ans, vous pouvez parfaitement faire des mouvements d'entrée et de sortie différents, tout en respectant le plafond maximum de 150 000 € de versement sur le PEA. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans un PEA? Évidemment, c'est un peu plus restreint. Globalement, ce sont des actions et des produits synthétiques qui ont une grande partie d'actions en leur sein. Vous avez aussi une contrainte géographique au sein du PEA, puisque vous ne pouvez intégrer que des actions au sein de l'Union européenne. Vous rajouterez 3 autres pays qui peuvent faire sourire, mais c'est le Liechtenstein, c'est l'Islande, et le dernier qui est un peu plus intéressant, la Norvège. Donc exit la Grande-Bretagne, exit la Suisse de l'enveloppe PEA. Sont exclues aussi certaines actions, et notamment les valeurs foncières dont on a parlé dans une vidéo précédemment. Vous retrouverez tous les éléments nécessaires à comprendre ce qui intègre ou qui n'intègre pas le PEA dans un des articles sur le code monétaire et financier, qui est le L221 alinéa 31, et qui vous confirmera l'ensemble des actions qui sont PEables et de celles qui ne le sont pas. Alors s'il y a autant de contraintes sur le PEA, c'est parce qu'à vrai dire, le fisc nous donne un avantage non négligeable, c'est qu'on va être exonéré d'impôt sur le revenu concernant le plan d'épargne en action. Mais vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi simpliste que ça en disant voilà, je préfère le compte titre ou je préfère le PEA. À vrai dire, quand on réagit comme ça, on se dit bah le plus intéressant c'est le PEA. C'est pas si sûr que ça. Continuons et avançons sur le sujet. Tout d'abord, le principe de l'imposition sur le compte titre, c'est de vous imposer à la flat tax, à 30% d'imposition, sur l'ensemble des plus-values réalisées pendant l'année. Vous les déclarerez dans la déclaration de l'année suivante. Pour ça, vous avez les brokers français, en tout cas qui ont un bureau en France, qui vous permettront d'avoir l'IFU, le document qui vous permettra de faire une synthèse de l'ensemble de vos plus-values et de vos moins-values et de savoir quel impôt payer. C'est même maintenant transmis directement sur votre déclaration. Vous avez juste à contrôler si tous les chiffres sont au carré. Pour ceux qui ont des brokers étrangers, eh bien écoutez, vous faire le travail vous-même. Et je ne vous cache pas que c'est pour moi un grand frein à aller ouvrir des comptes à l'étranger. Mais on fera une vidéo spéciale sur le sujet qui fera le tour de tous les avantages et inconvénients des brokers en fonction d'énormément de critères que je suis en train d'établir. Alors qu'on soit très clair, hein, c'est la plus-value qui est taxée, c'est la plus-value qui a été encaissée. Et à vrai dire, tant que vous ne vendez pas vos actifs dans un compte titre, eh bien vous n'êtes pas soumis à l'imposition. D'un autre côté, il faut savoir que les moins-values que vous avez eues lors de cette même année seront déduites des plus-values. C'est bien le solde des deux qui sera taxé. Alors je vous donne une petite astuce pour ceux qui auraient une plus-value en cours assez importante sur l'année en cours. Mais écoutez, il n'est pas inintéressant sur des actifs où vous êtes en perte de faire une vente puis un rachat immédiat afin de matérialiser la moins-value et diminuer la quantité de plus-value de l'année afin d'avoir une imposition un peu moins importante sur l'année suivante. Alors vous allez me dire, évidemment, le PEA, du coup, c'est très très intéressant puisque n'ayant pas d'impôt sur le revenu et que l'autre, on a une taxation à 30%, il y a un écart énorme entre les deux. À vrai dire, c'est pas tout à fait vrai parce que vous avez quand même, à la sortie du PEA, quand vous retirez de l'argent du PEA, après les 5 années de blocage, vous avez une imposition qui sont les contributions sociales françaises à hauteur de 17,2% au moment où je fais la vidéo. Allez voir sur internet là aussi si ça a évolué au moment où vous voyez cette vidéo là. Donc il reste 12,8% d'écart, ce qui reste intéressant, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que le taux d'imposition qui est important dans l'histoire, mais c'est aussi le mode de prélèvement qui va changer de manière très importante le résultat de vos plus-values, de l'évolution de votre PEA ou de vos comptes titres en fonction du support que vous allez choisir pour investir. Dans le cas où vous auriez l'intention de retirer de l'argent sur votre PEA avant les 5 ans, ça clôturerait automatiquement votre PEA et vous seriez imposé au principe du compte titre du CTO, donc à 30% sur l'ensemble de vos plus-values. Donc d'abord, réfléchissez bien à la quantité d'argent que vous allez mettre sur votre PEA si vous avez envie de le faire. Et deuxièmement, ne retirez aucunement votre argent avant les 5 ans. C'est après que vous pourrez commencer à le faire
Vous pouvez à tout moment intégrer de l'argent dans votre PEA, même dans les premières 5 années. Ça a changé il y a assez peu de temps sur le sujet. On peut parler aussi des autres sorties qui sont possibles du PEA. Il y en a plusieurs. Il y a votre décès, ou à vrai dire, les avantages du PEA ne sont pas transmissibles, mais par contre, les titres qui constituent le PEA sont transmissibles. Il y a par contre une autre façon de sortir du PEA, et qui est assez peu connue, c'est la rente viagère. Et à vrai dire, si vous regardez bien, si vous creusez bien, eh bien, intéressez-vous à la rente viagère en sortie de PEA, parce que c'est peut-être la dernière niche fiscale la plus intéressante sur la partie viagère, puisqu'il n'y a aucune imposition sur ce dispositif. Alors maintenant, quelle stratégie doit-on avoir entre le PEA, le compte titre? Est-ce qu'on doit avoir les deux? Écoutez, je vais vous donner des pistes et vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas ce que j'ai entendu la plupart du temps dans beaucoup de vidéos de gens qui commencent la bourse ou qui vous expliquent l'investissement avec, je dirais, une certaine naïveté par rapport à bien des thèmes, bien des sujets et bien des critères. D'abord, le PEA est effectivement beaucoup plus intéressant fiscalement, ça y a rien à dire, on reviendra pas dessus, malgré les contraintes qu'il y a. Mais on a aussi en opposition des gens qui nous expliquent qu'il est très gênant de pas pouvoir investir dans tous les types d'actifs qui sont proposés sur les marchés, puisque effectivement le CTO lui permet d'investir sur des types d'actifs très différents, avec des dérivés, etc. Mais voilà, vous êtes débutant, est-ce qu'il faut commencer par les sujets les plus dangereux, les actifs les plus compliqués à comprendre? Moi, je vous le dis, Warren Buffett disait, et je tiens à ce que vous l'entendiez, mais il a toujours dit la même chose, je n'achète que ce que je comprends. Et on va dire, le plus facile à comprendre, ce sont les actions. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi aller faire un compte titre pour aller acheter des actions classiques que nous trouvons dans le PEA avec une fiscalité inférieure? Eh bien, c'est ce que disent certains traders, certaines personnes que je vois passer sur les réseaux sociaux, qui nous expliquent que finalement l'écart de 12,8%, il n'est pas si important que ça, et les performances qu'on peut faire sur certains marchés étrangers fait qu'on peut acheter des actions, moi je pense évidemment aux actions américaines, sur le compte titre, et finalement la différence de performance fait que finalement, la surimposition est largement compensée par les plus-values plus importantes. Oui, mais ça c'est pour des traders qui gagnent et qui savent gérer leur position. Mais à vrai dire, le marché américain est beaucoup plus volatile vers le haut et vers le bas, et ce qui fait que votre sensibilité, je dirais, à une baisse ou à une hausse sur un actif peut être assez importante, contrairement à des marchés européens qui sont considérés comme un peu moins volatiles, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des régions européennes qui sont très volatiles, et je pense à la Scandinavie. Mais voilà, la plupart des Français ne connaissent pas ce marché, et pourtant Dieu sait qu'il est passionnant. Et en plus compatible avec l'enveloppe fiscale du PEA. Comme quoi, c'est peut-être pas si intéressant que ça d'aller voir aux États-Unis, surtout que vous avez un fuseau horaire qui est pas du tout le même que celui des Européens. Je préfère largement Stockholm que New York. Mais on va considérer que effectivement, il est intéressant d'aller voir dans d'autres régions géographiques ce qui se passe au niveau des actions. À vrai dire, c'est pas du tout vrai, l'Europe est largement suffisant. Moi, je m'en suis convaincu il y a très longtemps, et aujourd'hui, je suis assez peu entendu sur le sujet, mais vous pouvez largement faire une belle évolution de votre portefeuille d'investissement, tout en étant uniquement sur les valeurs européennes. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites sur notamment ce qu'on appelle les bulldozers, les dossiers qui montent tout le temps, et à vrai dire, ce n'est pas aux États-Unis qu'il y en a le plus, c'est souvent en Europe et en Australie. Alors, c'est pas pour ça que je vous envoie vers l'Australie, mais il se trouve que ce sont les deux régions les plus importantes, et certains pays d'Europe sont concernés beaucoup plus par le sujet, et à vrai dire, c'est pas la France. Mais je vais tâcher d'aller un peu plus loin sur l'idée que les actions américaines seraient les meilleures du monde, etc., en vous présentant quand même des chiffres qui parlent par eux-mêmes, et on va prendre les indices. On va prendre les indices américains, on va les comparer à des indices européens. J'ai pris les Français et les Allemands, parce qu'on peut pas faire tous les indices, mais vous allez voir que la comparaison est assez surprenante, parce que, à vrai dire, vous pouvez penser que la performance américaine est très supérieure à ce que l'on trouve dans nos contrées, mais à vrai dire, c'est pas du tout vrai, et je vais vous le prouver avec les indices que nous connaissons. Alors le premier comparatif qu'on va faire, c'est avec le Dow Jones que nous voyons ici sur 5 années, et on va le comparer à deux indices français très connus. Le premier, c'est le CAC 40, mais avec sa forme dividende réinvesti, qui s'appelle le CAC 40 GR. Le voici, il est en noir sur le graphique, et puis on va aussi le comparer avec le DAX, qui lui aussi a les dividendes réinvestis. Voilà, donc on voit que c'est quand même assez proche les uns des autres. Ce qui est intéressant sur 5 années, bon, effectivement, il y a CAC 40 qui est un peu plus fort ici, on voit qu'il est un peu meilleur, etc. Mais c'est pas vraiment l'important de ce que je vais vous dire, c'est ce qui est important, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il n'y a pas vraiment une différence entre les deux. On voit que les oscillations sont plus ou moins à peu près équivalentes, il y a une petite variation entre elles, mais il y a strictement rien de particulier sur les grosses valeurs américaines par rapport aux grosses valeurs européennes. Alors je sais ce que vous allez me dire, il existe aussi les valeurs, les GAFAM, enfin maintenant on les appelle les 7 magnifiques.
On verra qu'on va traiter ça un peu plus tard à côté. Alors vous allez me dire sur 5 ans, ouais mais Richard, c'est peut-être pas l'horizon de temps qui est le plus intéressant, on peut aller voir un peu plus loin. Eh bien écoutez, on va aller regarder un peu plus loin sur, on va dire sur 2015 par exemple, sur à peu près 8 années. Voici l'écart, on voit qu'il y a une différence, hein, mais j'ai envie de vous dire, elle n'est pas spécialement très importante, puisque le DAX est un peu en dessous, le CAC 40 est un peu au-dessus, finalement en Europe, en fonction du pays où on est, c'est à peu près équivalent à notre Dow Jones. Allons voir depuis 2010. C'est toujours pareil, depuis 2005, depuis 2000. À vrai dire, si vous regardez bien, finalement, l'évolution est approximativement les mêmes. Il y a une petite différence, mais on va pas s'attarder sur le sujet. Le Dow Jones est un petit peu meilleur sur le siècle, mais c'est pas formidablement énorme. Maintenant, on va intégrer, si vous voulez bien, le Nasdaq 100, qui intègre les fameuses 7 magnifiques dont je vous parlais. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de différence, mais finalement, si vous regardez bien, on a une courbe qui était très en dessous, en vert clair ici, pendant un certain temps, c'est juste après le crack, évidemment, de l'an 2000, les cracks sur les valeurs tech, et on a après une remontée très forte. J'ai envie de vous dire, si on prend le point bas qui se situe, on va dire, en 2007, là, on va avoir un écart très important. Voilà, j'ai pris à peu près à 2009, et vous avez un écart entre les courbes, là, qui est vraiment très très substantiel, puisqu'on a une progression à peu près de 250% de nos 3 indices dont on a parlé, et le Nasdaq, lui, est à 1250%, donc il y a vraiment là un gros écart. Il est dû uniquement à nos 7 valeurs les plus importantes. C'est vraiment concentré sur ces 7 valeurs-là, et à vrai dire, si vous enleviez ces 7 valeurs-là, eh ben, vous auriez un Nasdaq qui serait approximativement dans le même mouvement que nos 3 autres indices. Alors vous allez me dire, bah oui mais Richard, ça serait bien qu'il y ait un indice sans les 7 magnifiques, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Bah oui, j'ai quelque chose à vous proposer, et on va aller le voir tout de suite. Et cet indice, à vrai dire, ça s'appelle le Russell 2000, à vrai dire c'est l'indice des 2000 valeurs les plus petites, on va dire pour être simple, ce sont des small et mid cap. À vrai dire les small et mid cap, c'est donc des small, en anglais petit, mid, intermédiaires, et à vrai dire ce sont des valeurs qui sont les plus petites de la cote américaine et qui n'ont pas du tout les grosses valeurs dont on parlait tout à l'heure sur cet indice. Et donc je dirais qu'on a à peu près ce qui se passe sur l'économie américaine de manière beaucoup plus claire, et nous allons comparer à des indices équivalents sur la France et l'Allemagne que sont les indices small et mid équivalents au Russell 2000. Nous sommes sur 5 années et voici le résultat. Voici le mid allemand en noir, le mid français en rouge, les small françaises en vert et les small allemandes en orange. Bon, vous avez compris, sur 5 ans, il se passe rien. On va essayer de voir un peu plus sur long terme ce qu'il se passe. Depuis 2015, on peut pas considérer que ce soit extraordinaire. Il y a un petit peu les small allemandes qui sont un petit peu meilleures que le reste, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de différence. Et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu avant qu'on a des résultats différents. Eh bien, écoutez, on va les voir tout de suite. On va aller tout de suite à l'an 2000. Et effectivement, à l'an 2000, on voit une légère surperformance des valeurs mid allemandes par rapport aux small françaises qui sont à l'opposé. Mais si vous faites la moyenne européenne par rapport à nos amis américains qui sont en bleu et qui sont finalement au milieu du gué, eh bien vous avez une performance en Europe qui est à peu près équivalente aux États-Unis sur ces indices que nous avons comparés, et à l'exception, je dirais, du Nasdaq avec ces 7 fameuses valeurs, écoutez, vous avez globalement une bourse américaine et une bourse européenne qui est à peu près équivalente dans les mouvements haussiers et baissiers. Ce qui veut dire que tous les gens qui vous expliquent que vous allez gagner la différence d'imposition à travers des actions beaucoup plus volatiles aux États-Unis, c'est vrai que s'ils gagnent tout le temps et qu'ils ont un taux de réussite important, bah ils ont tout à fait raison. Mais ça, c'est pour les traders professionnels. Et je crois pas avoir de traders professionnels qui écoutent cette vidéo. Alors je vais continuer un petit peu à vous expliquer pourquoi je pense que finalement le PEA est la source la plus intéressante pour trader. Vous avez compris que je suis finalement pas plus intéressé par la volatilité américaine qui est gagnante mais qui est aussi perdante, que par la volatilité un peu moins forte dans les États européens. À vrai dire, c'est choisir ses pays, c'est choisir des actions, et finalement, c'est faire ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale sur des valeurs et de chercher quelles sont les meilleures. Et j'ai envie de vous dire, les meilleures européennes n'ont pas du tout, mais alors pas du tout à rougir que des meilleures américaines, à l'excepter des 7 valeurs dont je vous parlais. Donc voilà pour ce petit feedback sur une vidéo qui date d'il y a 2 ans, qui est encore, je trouve, avec plein de bon sens, mais qui est juste pour le petit défaut, c'est que parfois les taux peuvent évoluer, peuvent changer, et on va justement en parler juste après pour que je vous démontre pourquoi, quelle que soit un peu la stratégie fiscale d'un État français glouton de taxes, vous allez voir qu'il y a toujours de l'intérêt à le faire, et je vais vous le démontrer. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que vous en ayez la certitude. Et l'éducatif, c'est souvent, parfois, non pas d'affirmer quelque chose, mais c'est de démontrer que c'est vrai. Et c'est vrai que je suis toujours assez
je dirais un petit peu gêné par le comportement de certains qui affirment des choses pour des intérêts qui sont les leurs, mais qui n'est pas l'intérêt des gens. Évidemment, les gens, eux, croient qu'ils sont tous bienveillants. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Je pense d'ailleurs à cette partie américaine dont je vous explique les tenants, les aboutissants dans une autre vidéo. Donc, tiens, je vous remets le titre ici, hein, qui parlait de la flat tax qui allait évoluer. Alors ça, c'était un truc de l'an dernier où ça allait augmenter, puis finalement, ça l'a pas fait. Enfin, finalement, la fiscalité change tout le temps. Mais on parlait aussi de l'écart, je dirais, de fiscalité qu'il y avait donc entre le PEA et le compte titre, qui est assez important et qui est basé sur une fiscalité différente, puisque l'un est avant une nouvelle fiscalité potentielle à 17,2%, mais ce sont des charges sociales, et sans impôt sur l'impôt sur le revenu, mais avec un compte titre qui lui est à 30%, puisqu'on rajoute des impôts sur le revenu pour compléter, de l'ordre de 12,8%. Donc dans cette vidéo-là, j'expliquais un petit peu les mécanismes qui font que tout simplement vous avez un compte titre qui est bien meilleur dans pas mal de configurations, et vraiment très très supérieur en sortie. J'avais pris un exemple sur 5 et 10 ans, je crois, et ça avait fait son petit effet. Mais c'était à un moment donné où on était en train de remettre en question la fiscalité sur les impôts sur le revenu, sur la partie revenu. Et on avait je dirais, tout un tas de choses qui se racontaient. La flat tax devait passer à 33%. Enfin bref, il y avait tout un tas de choses. Et elle est réattaquée, cette flat tax, elle est réattaquée cette année par le biais de la CSG-RDS, la partie sociale. Et on se retrouvait à 31,4%. J'ai envie de vous dire... la question, c'est maintenant faire une vidéo qui puisse perdurer dans le temps et qui soit valable pour tous les cas. C'est ce qu'on va faire, si vous voulez bien, dans la suite de cette vidéo-là. Je vais vous démontrer des cas un peu aberrants, peut-être pas si aberrants que ça. On va aller même jusqu'à l'idée où il n'y aurait plus d'avantage fiscal entre le PEA et le compte titre. Vous allez voir que c'est très surprenant pour ceux qui ont un peu de difficulté avec les mathématiques. Vous allez voir que c'est très surprenant parce que vous allez entendre, et je l'ai vu, et il se trouve que je refais cette vidéo-là au moment de la semaine dernière, où j'avais vu plein de gens, et des gens que je trouvais en plus assez perspicaces dans ce qu'ils font comme arbitrage, mais qui ont affirmé des choses d'une manière assez cavalière. Mais à vrai dire, quand vous prenez votre calculatrice, c'est totalement faux. Donc prenez bien en compte ce que je vous dis, ça sera toujours vrai dans les conditions que je vais vous présenter, et à partir de ce moment-là, vous allez vite conclure que le PEA, et là je spoil un petit peu la fin de la vidéo, mais je sais pas, l'objectif il n'est pas là, il est de bien expliquer que vous compreniez vraiment l'intérêt mathématique et donc de vos intérêts financiers, qu'il faut rester sur le PEA. Mais je voudrais revenir quand même sur cette partie, je disais, donc américaine, la partie américaine des gens qui vont vers les États-Unis pour des gains, des performances énormes. Sachez que dans cette fameuse vidéo précédente, j'avais parlé aussi de cet écart entre, je dirais, les États-Unis, la France, etc., qui ont une volatilité supérieure. Elle est déjà cachée, je dirais, c'est une forêt qui a surtout 4-5 grands arbres devant elle, ce sont les GAFAM, et après la volatilité, elle est un peu dans les deux sens. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Mais retenez bien, puisque ces gens qui savent si bien calculer nous font des calculs sur un siècle, que les marchés américains montent de l'ordre de 8%. Et je vous avais démontré que pour garder 20% de performance entre le PEA et le compte titre, je vous avais fait voir que il fallait faire 25,5% sur le compte titre pour compenser le mauvais effet de la fiscalité, en tout cas. Et ça veut dire que sur un marché qui fait plus 8 de manière globale, il faudrait que vous fassiez non pas 20, mais 25,5. 5,5 pour un marché qui fait plus 8 de manière structurelle. C'est déjà gigantesque de faire 20. Mais faire 25, ça veut dire faire 3 fois mieux tous les ans que le marché. Déjà faire 2 fois mieux, ce serait très bien. Alors là, j'avais pris 20%, ce qui fait à peu près 2 fois et demi. Il faudrait faire presque 3 fois et demi mieux. À un moment donné, ça va pas être jouable. Ça va pas être jouable. Alors ça va être jouable sur certaines belles années, mais ça va pas être jouable sur d'autres années où ça va être vraiment compliqué. Parce que, vous savez, les marchés, quand ils se retournent, c'est là où on perd beaucoup d'argent. Quand on est encore intelligent à pas garder les dossiers qui baissent, c'est là où on perd de l'argent. Et à partir de ce moment-là, vous allez vite comprendre que la map que je vous propose, c'est une map qui est beaucoup plus réaliste par rapport à ce que l'on fait. Et vous savez, ce qui est pris, et le plus 20, quand on l'a, on peut être très content, et de dire non, moi je vais attendre 25,5 pour pouvoir obtenir cet écart de performance, je dirais positive aux États-Unis, pour l'obtenir, pour compenser la fiscalité. Moi j'ai envie de vous dire, c'est très simplement, c'est parier que je vais faire un 100 mètres avec un boulet à la patte, et puis non, moi, je vais courir plus vite que Usain Bolt ou un autre, de telle manière à ce que je vais arriver sur la ligne à la même vitesse que lui. Vous savez, si vous avez un sac à dos plein de plomb sur le dos, je pense que vous aurez quand même une grande difficulté à aller battre l'un des meilleurs au monde. Et sachant que si votre performance est déjà de plus 1, c'est déjà très très bien. À partir de ce moment-là, pourquoi aller voir ailleurs
un espoir de volatilité supérieure, alors que ça marche très bien sur un marché que vous maîtrisez bien et qui est parfaitement, je dirais, commun à votre mentalité, etc. Parce que les États-Unis, c'est quand même pas le même état d'esprit. Et à partir de ce moment-là, il vaut mieux rester chez soi, hein. L'Europe, c'est beaucoup mieux. Même si les Finlandais sont pas du tout des Espagnols, on connaît mieux les marchés européens. Mais enchaînons, si vous voulez bien, avec cette histoire-là justement de fiscalité. Et on va comparer, si vous voulez bien, le cas où la fiscalité changerait dans le PEA par rapport au compte titre. Donc on va revenir sur la base de la base, qui est de comprendre les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est d'une simplicité absolue. C'est que quand vous avez, on va dire 100 euros, puisque c'est à peu près le cas que je vais vous faire voir, vous avez 100 euros qui travaillent et qui obtiennent 20%. Par exemple, on se retrouve avec 120 euros dans son portefeuille et on refait 20% l'année suivante, c'est plus sur la base de 100, mais sur la base de 120. Et si vous prenez simplement votre calculatrice pour calculer 120 euros, ce que donne avec 20%, ça ne fait pas 140, ça ne fait pas 20 de plus, ça fait 24 de plus. Vous vous trouvez avec ça 144. Et quand vous faites ça de manière multiplicative tous les ans, de manière multiplicative, vous vous retrouvez avec des écarts qui s'agrandissent, avec quelqu'un qui ferait 20 euros de gain tous les ans. Vous auriez un écart qui se ferait. Mais je vais vous faire voir juste une courbe très très simple qui exprime cette accélération, je dirais, de patrimoine que vous pourriez avoir sur une notion toute simple. C'est-à-dire que c'est une courbe toute bête, hein, qui permet de voir, tiens, je vous la mets ici, qui vous permet de comprendre que la courbe bleue, là que je vous mets, la petite courbe bleue, c'est votre accélération. La courbe verte, c'est la même, hein, ce sont que des angles différents. C'est parfaitement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les sommes d'argent et la durabilité n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de voir l'écartement entre la bleue et la verte qui s'éloignent les unes des autres. Et vous voyez que dans l'option qui est proposée entre les deux, c'est une qui est sans frottement fiscal et la deuxième qui est avec du frottement fiscal. Alors, un frottement fiscal, ça veut dire quoi ? Simplement, il y en a une qui subit de la fiscalité et l'autre qui n'en a pas. Eh bien, c'est ce qui se passe exactement entre le compte titre et le PEA. La bleue, c'est le PEA. Et le compte titre, c'est la verte. Et à vrai dire, vous avez cet écartement qui se fait de plus en plus pour la très simple et bonne raison. Prenez juste votre calculatrice et faites juste un calcul. Vous prenez 100 euros et vous multipliez par 20% 5 fois. Tout simplement, vous obtenez un chiffre qui n'a pas du tout d'importance. Mais si vous appliquez sur les 20% de tous les ans, le fois 1,2, si vous appliquez une flat tax, par exemple, de 30%, mais vous pouvez le faire avec 50% ou n'importe quel chiffre, vous retrouvez avec un coefficient multiplicateur qui n'est plus, dans le cas que je vous citais, qui n'est plus de 1,2, mais qui est de 1,14. Eh bien, faire x1,14, x1,14, x1,14 sur la même période, 5 fois, vous prenez votre calculatrice, vous regardez le résultat, et vous rajoutez une 6e année, et puis une 7e année, vous allez voir que ça s'écarte de plus en plus. À partir de ce moment-là, vous voyez bien que quand il n'y a pas de fiscalité par rapport à de la fiscalité, vous avez la combination des intérêts composés qui est amortie, qui est tassée. Mais vous allez me dire, oui, mais j'ai une fiscalité à la sortie. Oui, mais déjà, elle est inférieure dans le cas actuel, et toujours selon la loi qui est faite, jusqu'à temps qu'un jour ce sera mis à égalité. Mais on va étudier le cas avec l'égalité. Si on a 18,6, je crois, dans le cas de l'année 2026, et puis on garderait l'écart avec le compte titre qui est à 31,8, on va appliquer les 18 en sortie. Vous pouvez faire le calcul, vous les enlevez, vous verrez que vous aurez une somme résiduelle, tout impôt payé, qui sera de toute façon supérieure à ce qu'il y a dans le compte titre. Bon, ça c'est pour de la théorie. Mais on va imaginer, pour que la vidéo soit vraiment ancrée dans le marbre et qu'il n'y ait pas de redites et de futurs événements divers et variés, on va aller étudier, si vous voulez bien, l'augmentation de fiscalité comme on l'a vu, mais on va aussi étudier le cas où un jour on vous dirait, ça arrivera peut-être un jour qu'on vous le fasse, on vous dise non, mais en sortie de PEA, finalement on va vous mettre la flat tax, c'est-à-dire que ce sera les 30% ou les 31 ou les 32 ou les 40, comme vous voulez. On va étudier le cas de 30 et puis le cas de 40% sur le PEA et sur le compte titre. On est bien d'accord que dans un cas, on est en paiement in fine. Le paiement in fine, c'est quoi ? C'est je vais payer à la fin quand je vais partir. Donc ça, c'est bien le PEA. Je vais payer par exemple 40% de flat tax. On n'y est pas du tout. Mais imaginons que ce soit le cas. Et ce serait aussi le cas sur le compte titre, où on va prendre 30% sur le PEA, in fine, et le compte titre qui est prélevé tous les ans. À chaque fois, vous avez des plus-values encaissées. Et on va voir si, et ça c'est pour casser un peu tous les discours qui seront dits dans le futur, on va voir s'il y a un écart important, s'il y a une égalité, etc., puisque les fiscalités seraient les mêmes.
Vous allez voir, c'est éloquent. Et puis on va commencer tout d'abord, on va essayer de commencer tout d'abord par voir juste le cas de ce qui se ferait en 2026. Mais bon, entre nous, je vous le dis, hein, c'est pas gagné parce qu'à chaque fois, c'est reporté au calendrier grec où il y a toujours quelqu'un qui fait l'inverse et le contre-inverse. Donc on va dire qu'on va considérer que ça va être fait, mais ça n'a pas d'importance. Vous verrez que quels que soient les calculs, on tombe toujours sur la même conclusion. Allez, c'est parti. Donc voici le cas que je vous proposais. Donc c'est ce qui serait fait donc pour l'année prochaine. Donc 31,4 sur le compte titre avec une fiscalité annualisée. Et on avait un capital de départ de 100 euros dans le cas qui a été fait. 361,83 € à la fin. Bon bref, ok, d'accord. Et dans le cas numéro 2, c'est la fiscalité in fine avec un montant de 18,6. Hein, donc c'est bien le cas que j'ai actuellement dans le cas qui est proposé. Ça peut être complètement différent. Vous verrez que c'est toujours pareil. Et vous obtenez 522,60 €. Voilà, donc un écart de performance de 160 €. On ne revient pas dessus, on est d'accord. C'est bien le cas numéro 2 qui est le meilleur. Et lui, c'est bien le PEA contre le compte titre qui est le cas numéro 1. Mais on va aller voir maintenant le cas où on nous dirait un jour, on va égaliser, on va mettre un taux d'imposition équivalent dans l'un et dans l'autre, tout en conservant le côté in fine et le côté annualisé. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Et hop, on reprend, alors tous les chiffres sont les mêmes, hein. On prend performance de 20 €, de 20% annuel sur la base de 100 €, etc., blablabla. 370,72 €, donc on est bien sur 30% de prélèvement sur les gains annuels. Et puis ici, on a 30% de prélèvement sur les plus-values finales, in fine. On a un écart encore important et on est à 463,42 € obtenus, plus 92% entre l'un et l'autre sur les performances. Donc bon, j'ai envie de vous dire que tout est dit. 92% de 92 € de plus dans les deux cas. C'est-à-dire que même si vous avez une fiscalité qui est égalisée, qu'on dit non, vous n'aurez plus l'avantage fiscal du PEA et que vous serez imposé à la flat tax de la même manière, le taux de flat tax qui est actuel en 2025, écoutez, vous vous retrouvez dans une situation où c'est toujours gagnant. Allez, on va imaginer le futur avec un pays communiste, on n'y est déjà pas bien loin d'ailleurs, mais on va imaginer que la flat tax passe à 40%. Donc voilà le monde imaginaire dans lequel je pense que la moitié des Français qui ont un peu d'argent fuiraient ce pays si merveilleux mais si catastrophique en comportement fiscal. On se retrouverait donc avec le cas numéro 1, donc toujours avec le prélèvement annuel, donc là c'est le cas vraiment du compte titre, on se retrouverait avec 40% de prélèvement annuel, on se retrouve avec 310 € au bout de la période calculée. Ça, c'est la première chose. Mais on se retrouverait ici, dans le cas du PEA, qui, lui, n'aurait plus l'avantage fiscal, mais avec un prélèvement in fine, on se retrouverait à 411 €, avec un écart de performance de 100 € et donc un meilleur rendement de 32%. Voilà, c'est simplement ça que je voulais vous dire. Tout simplement, quel que soit le mode de prélèvement, toutes les vacheries fiscales que peuvent nous faire notre pays, on se retrouvera toujours dans la situation où le PEA est meilleur que le compte titre. Pour la simple et bonne raison, et on finira sur cette vidéo-là parce que c'est la seule chose qu'il faut retenir, ce n'est pas les taux qui sont importants, ce n'est pas les écarts de taux qui sont importants. Il faudrait que le PEA soit très fortement fiscalisé en plus que le compte titre, ce qui est une hérésie absolue, puisque le PEA est un avantage fiscal, donc qui garde encore un avantage à travers l'idée de ne pas prélever tous les ans, de prélever in fine. Et c'est le in fine, uniquement le fait de ne pas prélever pendant toute la période d'accumulation des intérêts composés qui fait la gagne, tout simplement. Et je vous laisse là-dessus y réfléchir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse aller voir dans la description pour aller voir tout ce qui vous permettra de découvrir mon programme de formation qui forme à la stratégie des poupées russes, qui s'appelle Fondamentalement Bourse. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans le Dynamic Invest, le portefeuille qui applique ces stratégies. Voilà, j'espère que vous avez tous apprécié. Et je vous laisse ici une vidéo qui vous permettra de reprendre tout le fil de ce débuter en bourse, de ce programme qui est vraiment unique en son genre. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous expliquera qui je suis, d'où je viens. Ici, je suis tout simplement compétent. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.